Bonsoir et merci de suivre ce 19h45 de la télévision La Bari, ce jour mardi 5 septembre 2023. Bienvenue. Hier, le Premier ministre de transition Ali Mohamed Lamine Zen était face à la presse nationale et internationale. Parmi les sujets évoqués figure en bonne place la situation financière de notre pays, notamment l'encours de la dette qui oscille entre dans les 5 200 milliards francs CFA. Une annonce qui n'a pas laissé les Nigériens indifférents depuis hier. Avant de retrouver l'intégralité de la conférence de presse du Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen, je vous propose de suivre les réactions de quelques Nigériens touchés par nos reporters Sakina Gazibo et Sadou Noumi. Effectivement, depuis l'avènement des nouvelles autorités, les résultats concrets sont en train d'être enregistrés sur le terrain. Et je pense que cela est à saluer. Par rapport à la situation financière, effectivement, le Premier ministre avait fait des comparaisons par rapport à la gestion des finances publiques de 2010. Maintenant, par rapport au premier semestre de l'année en cours 2023, sauf qu'à ce niveau-là, nous aurions souhaité c'est que la question des salaires, parce que effectivement le Premier ministre avait parlé de 2 mois de salaire que le CNSP a payé. Bon, à ce niveau, nous relativisons un peu parce que le CNSP étant arrivé vers le 26 juillet, je crois que la procédure déjà de paiement des salaires était déjà engagée par le régime déchu. Et fondamentalement, nous saluons le fait que quand même le mois d'août, qui a été le mois où les sanctions étaient déjà mises en vigueur, le CNSP s'est donné les moyens de créer les conditions pour honorer cet engagement qui est quand même une forte attente des populations, celui des paiements des salaires en dépit des sanctions de l'UMOA. En tant que citoyen, vraiment le Niger est surendetté. 5 200 milliards pour un pays et qu'on considère un pays pauvre, c'est trop. Et alors que de l'autre côté, on dit que ce pays on a l'uranium, on a l'or, etc. Vraiment, ça m'a beaucoup, c'est surtout sur ce point-là qui m'a beaucoup, que j'ai beaucoup retenu, l'endettement du pays. Jusqu'à 5 200 milliards de dettes, vraiment c'est énorme. Et déjà, ils doivent tout faire pour bien auditer, ne pas faire de chasse à la sorcière, bien faire les travaux et essayer de récupérer ce qu'ils peuvent récupérer. Déjà, on a vu des immeubles qui ont poussé à tort et à travers. À travers cela, je ne peux pas comprendre, comme il dit aujourd'hui, notre ministre de la Justice n'a même pas ses propres locaux, alors qu'il y a des immeubles qui ont été construits ailleurs, par-ci, par-là, ils sont en train de louer. Prenez ces trucs et essayez de mettre, ça serait vraiment de l'apport pour le budget du Niger si ces capitaux resteront dans les caisses de l'État. Dans la droite ligne des sanctions illégales, inhumaines et injustes de la CEDEAO contre notre pays, vous le savez, le Bénin a fermé sa frontière avec le Niger, frontière qui est l'accès principal de notre pays à la mer. Depuis lors, les activités commerciales sont au ralenti à Gaïa où se trouvent sur place nos envoyés spéciaux Boubacar Ibrahim et Ibrahim Abdou qui nous font le constat de la situation économique de cette localité. Situé dans la région de Dosso, à quelques 150 km de la ville, le département de Gaïa se positionne par rapport à Niamey au sud-est sur une distance de 289 km. Il s'agit de la principale porte d'entrée de marchandises destinées au marché nigérien. Le département occupe ainsi une place stratégique pour l'économie du Niger. Tout différent entraînant la suspension des activités affecte fortement l'économie locale avant de se répercuter sur le plan national. Espérant une solution au plus vite, les commerçants disent que leur chiffre de grangoles déjà en chute libre. Parce que
Nous espérons une issue favorable à cette situation. La fermeture de la frontière impacte beaucoup sur les activités. Tant qu'il n'y a pas d'échanges commerciaux, il ne peut qu'y avoir des conséquences. Depuis la fermeture de cette frontière, nous avons plusieurs difficultés. Mais je peux vous citer un parmi tant d'autres. Depuis que la frontière est fermée, vous n'êtes pas sans savoir que Gaïa est un carrefour. Une ville frontalière avec le Bénin et le Nigeria. Il faut vous dire que la plupart de nos clients viennent du Bénin et du Nigeria. Depuis que la frontière est fermée, nous avons un manque à gagner parce que nos clients du Bénin et du Nigeria n'arrivent plus à avoir accès à cette ville. Et nos recettes ont considérablement baissé. C'est réciproque aussi pour les Bénin et les Nigeria. Ils en souffrent aussi de la fermeture de cette frontière. Les Béninois et les Nigériens, disons, nous sommes tous des frères. Les Béninois et les Nigériens se ravitaillent à partir du Bénin. Ils se ravitaillent à partir de Gaïa, ils se ravitaillent aussi à partir du Nigeria. Vous voyez, non, c'est un commerce circulaire qui se passe à ce niveau-là. Tout le monde en souffre. Et moi, je souhaiterais à ce que vraiment la réouverture de cette frontière ne doit pas prendre assez de temps. Pratiquement tous les secteurs qui dépendent de la frontière sont affectés par la fermeture des frontières. C'est le cas de ceux qui facilitent le passage des camions en provenance du Bénin. L'impact, vous savez, Gaïa, au fait, Gaïa, tout tourne autour du transit. Au fait, tout tourne autour de la douane. Donc, si la douane est impactée, ce serait tout le secteur du commerce, des transports et tout qui va le sentir. Donc, vous voyez, on a fait le tour avec vous, vous verrez peut-être partout les bureaux sont fermés. Et pour qu'il y ait des déclarations, pour qu'il y ait transit, il faut d'abord des marchandises. Et voilà que nous avons des marchandises qui sont bloquées de l'autre côté. Donc vraiment, pour le sacrifice, pour tout, on se donne. Mais ça impacte beaucoup sur l'économie de la région. D'ordinaire, et selon toujours le secrétaire général de la sous-section du syndicat des transitaires à Gaïa, pas moins de 200 à 300 camions rentrent et ressortent chaque jour dans ces bureaux. À titre estimatif, le manque à gagner pour l'État et ceux qui en dépendent peut se valider à plusieurs millions de francs CFA jour. Cet espace frontalier compris entre le Niger et le Bénin fait en effet partie des zones ouest-africaines où les échanges commerciaux sont les plus florissants. Cette zone, faut-il aussi le rappeler, est marquée par une forte solidarité entre les populations frontalières, victimes aujourd'hui d'une incompréhension de ses dirigeants. En effet, depuis que les militaires ont pris le pouvoir au Niger, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, n'a pas fait de concession à décider d'une batterie de sanctions sur un peuple qui peinait déjà à faire face aux péripéties de la vie. Boubacar Ibrahim Abdou depuis Gaïa pour la radio et télévision Labaye. Merci Boubacar Ibrahim. Parlons maintenant du concours d'entrée dans les écoles normales d'instituteurs, concours qui s'est tenu ce mardi matin dans l'ensemble du territoire national avec 2696 candidats. Ici à Niamey, dans le centre unique assis à l'école Diori, c'est la ministre de l'Éducation nationale en personne qui a donné le top départ devant nos reporters Adamou Soumana et Ibrahim Abdou. Ils sont au total 206 candidats, au rang desquels 186 féminins, repartis dans 8 salles à prendre part au niveau de Niamey au concours d'entrée dans les écoles normales d'instituteurs. Ainsi, pour une question de transparence, c'est devant le premier responsable de la région et des cadres de son département ministériel que la ministre de tutelle a procédé à l'ouverture de l'enveloppe scellée contenant la première épreuve qui est celle du français, avant de donner son appréciation sur le lancement de ce concours. Ce lancement se passe normalement, comme vous pouvez le constater. Permettez-moi également de féliciter la direction régionale qui a mis tout en œuvre également de concert avec le ministère pour que tout se passe très bien du point de vue de la logistique, mais aussi du point de vue de la sécurité et
des salles. Ce concours est le troisième d'un processus qui vise à améliorer la qualité de l'école nigérienne. Alors nous sommes venus avec le gouverneur de la région de Niamey et le directeur ainsi que les cadres de l'enseignement du ministère que vous voyez pour les encourager et surtout les motiver pour faire partie à l'issue de ce processus de ceux qui vont accroître la qualité de l'enseignement et de l'école nigérienne. Abondant dans le même sens, le président du jury du centre unique de Niamey a tenu à rassurer les uns et les autres sur la transparence du présent concours. Le centre que nous avons l'honneur de présider est un centre qui est constitué qui a un effectif disons de 206 candidats, dont 186 filles. Nous avons réparti ces candidats dans 8 salles et chaque salle avait, comment on appelle ça, 2 surveillants avec bien entendu un secrétariat. Pour le moment, du point de vue fonctionnement, ça fonctionne très bien, comme vous l'avez constaté. Et la première épreuve a déjà débuté. Quant à la sécurité des épreuves, il n'y a vraiment pas de souci. Depuis le début, nous avons reçu les épreuves, nous les avons sécurisées selon le schéma, en les déposant au niveau de l'autorité compétente, là où le commissariat de la place. Ce matin, nous les avons récupérées en toute sécurité et nous sommes en train d'exécuter dans la règle de l'art. Ce concours d'entrée dans les écoles normales d'instituteurs, comprenant 3 épreuves à passer dans la même journée, se tient simultanément dans les autres régions du pays avec un total de 2696 candidats dont 901 féminins. Je le disais il y a quelques instants, le Premier ministre de transition Ali Mohamed Lamine Zen était face à la presse nationale et internationale hier lundi. Plusieurs questions de l'heure ont été évoquées à cette occasion. Je propose de suivre l'intégralité de cette conférence de presse du Premier ministre nigérien. Bonne réception et à très bientôt, Inch'Allah. La première question, c'était liée aux frontières. On a cette frontière, c'est vrai. Aujourd'hui, nous en avons 2 qui sont plus ou moins fermées. Cela dénote de l'effort déployé par le gouvernement pour, évidemment, permettre qu'il y ait un approvisionnement. On ne va pas se laisser avoir. Même les frontières qui sont fermées, il y a des efforts pour amener ces pays à adoucir, si on peut se permettre l'expression. Sur la question de salaire, je l'ai déjà dit, nous sommes en train de payer les salaires. Je pense qu'il reste un petit bout d'ici à la fin de cette semaine. Nous allons le boucler. Est-ce que nous allons continuer à mobiliser des ressources pour le faire sous embargo? Évidemment, la question, elle demeure posée. Les efforts que nous faisons, c'est pour évidemment arriver à faire lever ces embargos qui ne se justifient pas. Nous avons pris des mesures d'ordre juridique et judiciaire. Nous avons déposé une plainte, il faut quand même que vous le sachiez, auprès des 2 institutions de nos 2 organes communautaires, l'UEMOA et la CEDEAO. Je pense que je ne vais pas revenir là-dessus, vous le savez très bien. Aucun pays au monde n'a été sanctionné comme le nôtre l'a été ces dernières semaines. Ça ne se justifie pas qu'on empêche à un pays de disposer des médicaments. Ça ne se justifie pas qu'on empêche à un pays d'importer de la nourriture pour ses populations. Donc tout ça est en train d'être fait pour qu'on lève évidemment ces mesures. Nous sommes en train également, par un moyen ou par un autre, légaux, de mobiliser les ressources pour faire face à cela. Ce sont des défis qui se posent à nous. Nous sommes déterminés à aller de l'avant. Sur les mesures pour atténuer effectivement cela, le ministre en charge du commerce a été instruit pour s'assurer de la disponibilité de toutes les denrées alimentaires de première nécessité. Et il est prévu d'ailleurs l'opération de vente à prix modéré et peut-être dans les zones où cela s'exige, que la distribution soit gratuite. Est-ce que le retour de M. Amadou, quelle est notre appréciation? C'est une bonne chose. Amadou est l'un des plus grands hommes politiques appartenant au personnel politique nigérien. Il est nigérien, c'est tout à fait normal qu'il revienne dans son pays. Et au-delà de M. Amadou,
le gouvernement a été instruit par le chef de l'État pour que des mesures soient prises de manière à décrisper la situation, que tous les prisonniers politiques soient élargis. Et pour nous, c'est une excellente chose que M. Amar revienne. À titre personnel, je l'ai connu, il a été mon Premier ministre et donc il participera à l'effort de mobilisation de toutes les énergies pour que le développement de notre pays soit conforté. Le dialogue inclusif national, c'est justement un des aspects institutionnels. Le chef de l'État a instruit, j'ai moi-même instruit le ministre d'État en charge de l'Intérieur qui a envoyé un courrier dans toutes les régions vont se regrouper pour que très rapidement les Nigériens se retrouvent à Niamey pour discuter de toutes les questions qui intéressent notre nation, parce qu'il s'agit de refonder notre pays, de refonder notre nation. Ce n'est pas des vains mots, la détermination elle est sans faille. De ce point de vue, il faut croire que tout le monde, pour répondre à Aguelas, que j'ai le plaisir de revoir, tout le monde prendra part à cela. Il y a une autre question qui est relative à l'électricité. C'est vraiment dommage que notre grand voisin, pays ami, le Nigeria, s'associe à cette entreprise de démolition. Ça me permet de faire le lien avec la question des va-et-vient. Vous avez dû le voir, hein, les délégations qui viennent, nous-mêmes nous en avons envoyé une. Je pense que les discussions avancent. Elles avancent dans le bon sens, parce que tout le monde est convaincu que ce n'est pas normal d'isoler un pays comme le Niger. Et je pense que très bientôt, cette question sera résolue. L'électricité, il vous souviendra que ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date de l'époque de Jori Amani, paix à son âme, entre les deux pays. C'est un accord qui a été trouvé et qui est géré par, à l'époque, ce qu'on appelle la Commission mixte nigéro-nigériane de coopération. Il s'agissait de procéder à la production de l'énergie, à son transport vers le Niger, mais aussi à sa distribution. Aujourd'hui, on sait que c'est un aspect purement commercial entre les deux pays, entre deux sociétés. Le Niger achète cette production, paye, et il n'est pas normal, évidemment, qu'on coupe. Je vous raconte une anecdote. Le représentant de la CEDEAO ici, le country manager, est venu chez moi. Je lui ai demandé de venir. À peine arrivé, il y a eu la coupure d'électricité. Et je demandais qu'on mette en marche mon petit groupe électrogène. Et je lui ai dit, vous avez vu, la plupart des membres du gouvernement et la plupart des Nigériens, chacun a son petit groupe. Vous avez coupé l'électricité, ce n'est pas nous que vous pénalisez. Vous pénalisez le boutiquier du coin, la femme qui a son petit commerce, qui conserve son poisson, les pharmacies, etc. Donc c'est pour dire que ce n'est pas acceptable. Et je pense que l'essentiel des Nigériens aujourd'hui comprennent la nécessité d'aller vite vers la levée de cette mesure-là. Le plan algérien, je pense que ça participe de l'effort fait par un certain nombre de nos pays, de nos frères, des pays voisins. J'ai reçu il y a 2 heures de temps à peu près l'ambassadeur d'Algérie. Je l'ai assuré que cette proposition qu'il fait sera évidemment examinée en temps opportun. Est-ce que les forces françaises, vous avez dû voir la mobilisation qu'il y a. Le gouvernement a déjà dénoncé les accords qui leur permettent d'être sur notre territoire. Elles sont dans une position d'illégalité. Et je pense que les échanges qui sont en cours devraient permettre très rapidement que ces forces se retirent de notre pays. En ce qui concerne l'ambassadeur, je pense qu'il n'y a rien à faire. Il n'a pas eu le comportement adéquat en tant que diplomate. Moi-même, j'ai demandé à un moment donné pour préserver les relations entre États. La France est un pays avec lequel nous avions toujours développé des relations de coopération. Dans ce cadre, j'ai demandé au ministre des Affaires étrangères ici d'envoyer un message officiel pour l'inviter à venir échanger avec nous, voir dans quelle mesure on pourrait procéder disons, à un règlement, des escalades, comme on le dit. Il a refusé de le faire. En face, c'est un comportement de mépris
Et cela n'est pas acceptable. Donc les mesures qui doivent être prises à l'égard d'un diplomate qui manque au devoir de sa charge, toutes ces mesures ont été prises et nous attendons simplement que ce partenaire non, on va dire, non valable quitte notre pays le plus rapidement possible. Il y a une autre question sur l'audit des ministères. Oui, les instructions ont été données pour que très rapidement on puisse faire le point de la gestion, pas pour faire une chasse aux sorcières. C'est tout à fait normal qu'on sache évidemment qu'est-ce qui a été fait de l'usage des ressources publiques. Et là-dessus, vous pouvez compter sur nous avec la détermination qui nous anime pour qu'on puisse évidemment savoir qu'est-ce qui a été fait, comment arranger les choses, comment faire en sorte qu'on respecte, disons, toutes les procédures, notamment les dépenses publiques et tout ce qui s'ensuit de bonne gouvernance. Voyez-vous, le gouvernement avec à sa tête le général Tchiani sait que nous n'avons aucune... on n'a pas le droit à l'erreur. Surtout lorsqu'il s'agit de protéger les biens publics. Surtout lorsqu'il s'agit d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Surtout lorsqu'il s'agit de travailler au recouvrement de la souveraineté de notre pays. Ça, on ne va pas faiblir pour cela. Donc rassurez-vous de ce point de vue. Même en Europe, quand il y a des manifestations, on a vu des gens porter les drapeaux qu'ils souhaitent porter. Sachez que j'ai assisté à une réunion où le chef de l'État a donné des instructions claires à tous les ministres pour sensibiliser les Nigériens de manière à ce que tous les Nigériens dans une manifestation portent le drapeau du Niger, pas le drapeau de quelqu'un d'autre. Donc je pense qu'il faut raison garder. Est-ce que vous avez le droit d'empêcher un pays souverain de contracter une quelconque coopération avec un quelconque pays? La CEDEAO, pour qu'on enclenche un processus de dialogue, a posé 3 conditions. La première, il faudrait qu'on fasse preuve d'ouverture, de disponibilité pour que les échanges se fassent. La deuxième, ils voulaient voir l'ancien président parce que je suppose que vous venez d'Occident. En Occident, on a dit que l'ancien président est dans une cave, il est malade, etc. Ils ont posé comme condition qu'il fallait qu'ils aient accès à lui. Et la troisième condition, ça répond à ce que vous dites, il fallait avoir une idée de la période que prendra la transition. Sur cette question, le chef de l'État l'a dit au cours de son adresse à la nation, qu'il demande aux Nigériens qui vont se retrouver de travailler sur une période qui ne saurait excéder 3 années. Il n'a jamais dit 3 ans, il faut faire 3 ans. C'est un plafond qui a été indiqué. Et tout le monde sait que, par tradition, on connaît le nombre de transitions qu'il y a eu au pays. Je pense qu'à l'intérieur de ça, les Nigériens décideront, pas quelqu'un d'autre. Question sur les négociations avec la CEDEAO. Je pense que je l'ai déjà dit, ces discussions sont vraiment en cours. Elles sont en cours. J'ai parlé des 3 conditions qu'ils avaient posées, que nous avons remplies. C'est se montrer ouvert au dialogue. Nous l'avons fait. Vous avez vu le médiateur désigné par la CEDEAO qui s'est rendu à 2 reprises au Niger, accompagné du sultan de Sokoto, Amir al-Mu'minin, et le président de cette commission. Donc, on n'a pas arrêté les échanges avec la CEDEAO. Nous poursuivons les échanges. Et nous avons espoir que sous la houlette justement d'un certain nombre de bonnes volontés, nous allons très rapidement parvenir à nous entendre pour que le Niger, qui n'a pas cherché à être sanctionné, parce que qu'est-ce qui est reproché à la CEDEAO? Ça a été dans la précipitation la prise de ces mesures. Il aurait fallu suivre un certain nombre. Je pense que vous avez, en tant que journaliste, vous avez dû lire le traité de la CEDEAO. Nulle part il n'est prévu, évidemment, toutes ces mesures de fermeture de frontières, de coupure d'électricité, empêcher que des médicaments arrivent dans un pays et même menacer d'attaquer militairement un pays. Nulle part, nulle part. Vous pouvez regarder dans tous les traités et tous les textes sur ces camps. C'est pour cela que, quelque part, nous-mêmes nous comprenons qu'il soit nécessaire que les échanges ne soient pas interrompus. Nous avons reçu à 4 reprises des délégations
Nous-mêmes, nous avons effectué un déplacement et nous avons bon espoir dans quelques jours de parvenir très rapidement à une entente pour que toutes ces mesures soient levées. Mais en tant que gouvernement responsable, on s'attend à tout moment à ce que le pays soit attaqué et c'est ce qui est dommage. Toutes les dispositions sont prises pour que nous puissions nous défendre. Il faudrait que vous le sachiez. Je dis bien toutes les dispositions. Et ce serait une guerre injuste si on décidait de nous attaquer. Il y a des raisons. Le chef de l'État l'a dit dans son adresse à la nation. Il a expliqué que notre pays était en danger. Ce n'est pas exact de considérer que c'est pour des questions personnelles ou une histoire de pétrole qui était à l'origine de cela. Notre pays était vraiment menacé, il faut le croire. Il faut le croire. On était au bord de l'éclatement. Ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité. Je vais quand même vous rassurer de ce que aujourd'hui le président Tchani, le chef de l'État, est l'un des officiers de notre pays. Vous ne le peut-être connaissez pas. Le moment viendra où vous le connaîtrez davantage. J'ai eu confiance en lui parce que j'ai vu en lui un homme décidé à soutenir son pays, à mener des actions qui vont dans le sens des intérêts de notre pays. Il faudra que vous le sachiez. Ces officiers ont travaillé avant cette date pour sécuriser notre territoire. Dans le lac, il ne faut pas l'oublier. Dans le désert, il ne faut pas l'oublier. Y compris Jubo Salou. Donc, il faut être fier de ce qui se passe chez nous. Le Nigérien n'ira jamais dire de frapper un autre pays, mais si on nous attaque, nous nous défendrons. Donc voilà, pardonnez-moi d'avoir été long là-dessus. Il est évident que les pays qui nous visent, je ne veux pas rentrer dans les détails de ce que nous leur avons apporté, mais il est évident que nous allons nous défendre. Et toutes les dispositions sont prises pour que d'abord les dossiers, on a répondu à cette question-là, qui sont dans les inspections, soient transmis au juge, à la justice. Et rassurez-vous, je ne pense pas que ceux qui forment la table du Conseil se disent qu'elles sont arrivées pour laisser traîner la justice. On sait que c'est une priorité absolue pour ce peuple. Pour maintenir cette flamme, des signaux très prochainement seront montrés et sans faiblir, le gouvernement ira de l'avant dans le respect de la réglementation. Donc soyez sûrs que c'est une grande priorité, la justice. Sur l'axe Toro-Niamey, vous avez dû apprendre que pour l'approvisionnement de notre pays en denrées de première nécessité, il y a plus de 500 camions qui ont pu arriver. Notre armée a pris toutes les dispositions pour assurer l'escorte. Et des efforts sont actuellement déployés pour sécuriser ce axe. Ne vous en faites pas. Nous croyons fermement qu'il faut avoir confiance à notre armée. Elle sera capable de contenir tout cela. L'effort qui est déployé, c'est pour progressivement aller vers la sécurisation de notre territoire. Ça ne fait pas plaisir de voir que des pans entiers, des parties entières de notre pays affectés par des terroristes qui sont soutenus encore une fois. Nous avons des éléments. Nous avons des éléments qui ne sont pas seuls. Ils ne sont pas seuls. Et plaise à Dieu, dans quelque temps, tout sera mis en œuvre pour que notre pays soit sécurisé. Parce que nous n'en avons pas un autre. Et ceux qui, pour répondre à France 2, est-ce que vous croyez que c'est juste de considérer un pays, un gouvernement d'illégitime, d'illégal? Je vous renvoie à la question. Est-ce que si demain, si demain le gouvernement français décide de renvoyer l'ambassadeur du Niger, croyez-vous qu'on va dire qu'on... Non, soyons réalistes. Le Niger est un pays indépendant. Le Niger est en quête de sa souveraineté. Vous savez, 70% des Nigériens sont nés après la colonisation. 80% sont nés après la conférence, à peu près 70% sont nés après la conférence nationale. 60% des Nigériens ont moins de 15 ans. Il n'y a aucun complexe aujourd'hui. Si nous faisons tout pour qu'avec la France, nous ayons une bonne coopération, le gouvernement français
peut raconter ce qu'il veut. Ce qui nous intéresse, c'est si c'est possible de maintenir une coopération avec ce pays, avec lequel nous avons partagé énormément de choses. Mais vous ne pouvez pas exiger, une fois qu'on a dit qu'un ambassadeur qui s'est mal comporté, on lui demande de partir, il n'a pas à rester ici. C'est chez nous. Vous pensez qu'on va envoyer la police rentrer dans l'ambassade? Non, nous sommes respectueux de la réglementation. C'est une enclave, nous reconnaissons que c'est un territoire français, personne n'ira à l'intérieur. Mais votre ambassadeur, s'il sort, c'est une personne en situation irrégulière. Imaginez qu'un Nigérian se présente à l'aéroport de Paris sans visa, sans passeport. Vous allez le laisser circuler? Bon, on souhaite simplement que très rapidement la raison prévale, que cette personne puisse se dire qu'elle n'a rien à faire chez nous. Élargir tous ceux qui sont frappés par des mesures d'ordre politique, par des mesures qui n'ont pas lieu d'être. Donc le ministre de la Justice, appuyé d'un certain nombre de conseillers, sont en train de travailler pour que très rapidement on décrispe la situation, qu'on aille vers cet idéal commun d'unité, parce qu'on a besoin de cette unité. Et il faut remercier cette population qui a montré que c'est possible, évidemment, après avoir traversé des périodes très difficiles, de se retrouver pour traverser cette période-là difficile avec un idéal commun pour un Niger bien meilleur. Donc, je peux vous assurer que nous sommes déterminés à assurer cette équité, cette justice, sans que personne ne soit lésé. Le Mali et le Burkina, nous sommes trois pays du Liptako Gourma. Nous avons toujours été ensemble, toujours, de part et d'autre. Vous prenez toute la frontière avec le Burkina, les Peuls, les Germains, les Gourmantiers, les Touaregs, de part et d'autre, vous les retrouvez. Le Mali, c'est la même chose. Les Peuls, les Touaregs, les Germains Soraï, de part et d'autre, nous sommes les mêmes. Et nous parlons entre nous. Vous avez vu le ministre des Affaires étrangères du Mali se rendre ici avec sa collègue du Burkina Faso, le ministre de l'économie et des finances du Mali, avec également son collègue du Burkina. Notre collègue, le ministre de l'économie, s'est rendu avec un certain nombre de ministres au Mali. Nous-mêmes, nous allons nous rendre là-bas.